programme dont les chercheurs sont exclus, puisque ce sont des bureaucrates et des technocrates. On voit ça quand même dans tous les domaines. Qui définissent. Oui, non, je parle du domaine que je connais, mais et malheureusement, on voit ça un petit peu dans tous les domaines, les bureaux technocratie, bureaucratie envahissante en toutes choses, et qui brise les ailes de l'imagination. Or, le chercheur. Jacques Ellul. Il cite Jacques Ellul qui avait prévu cette. Oui. Alors, c'est pas tout récent, ça se prépare depuis des décennies, mais ça s'accentue, et là, actuellement, c'est difficile de ne pas constater cet état de l'abandon général. Alors après, bon, que l'on croit ou non aux classements internationaux, mais malgré tout, on recule un peu. On recule pas un peu. Oui. Mais moi, je suis gentil, moi, je ne veux pas être licencié. Tomber dans la vie. Quasiment, oui. Voilà, absolument malheureux. Le travail que j'ai eu la chance de pouvoir faire, le travail d'imagination que j'ai eu la chance de faire quand j'étais jeune chercheur, un jeune chercheur de géologie qui aurait les mêmes idées, parce qu'il y en a plein, évidemment, des jeunes très doués, etc., ne pourrait pas le faire, parce qu'ils ne seront pas dans les bonnes voies. Moi, j'ai toujours emprunté des sentiers à côté, des sentiers qui bifurquent pour étudier des sujets qui n'étaient pas à la mode, c'est bien possible, ça me semblait prometteur. C'est là où j'ai eu effectivement la chance de choisir des sujets qui, effectivement, après se sont révélés extrêmement riches. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas dans les rails, il ne va pas pouvoir pénétrer dans le système de la recherche. Où est-ce que la recherche est la plus performante dans votre domaine? C'est dans les pays asiatiques? Aux États-Unis? Maintenant, il est clair. Bon, alors, il faut savoir, alors, évidemment, dans le monde anglo-saxon, mais il faut voir quand vous lisez les signataires, les signatures, donc les auteurs des publications qui sortent des universités américaines, vous avez peut-être un natif américain sur 10 dans les signataires. Souvent, les articles sont signés de beaucoup dans des grandes collaborations. Donc, en fait, les États-Unis, ils ont eu, évidemment, l'intelligence que n'a pas eu une fois de plus la France, à cause de sa bureaucratie, etc., d'accueillir les chercheurs étrangers. Les jeunes Américains, eux, ils veulent gagner du fric, parce que les millions, c'est le dollar, c'est l'argent. Donc, ils font d'autres métiers que le métier de chercheur, parce qu'on ne gagne pas d'argent. Mais en revanche, les chercheurs du monde entier, ils sont accueillis par les scientifiques américains et c'est eux qui font le travail. Voilà. Et puis maintenant, il y a évidemment la montée en puissance de la Chine. Voilà. Il y a 30 ans, on recevait, quand on est référé, c'est-à-dire on doit juger les articles publiés pour le publier en revue, on recevait les articles des Chinois, ils sortaient quand même de 30 années de révolution culturelle, les astrophysiciens ils avaient dû aller passer 10 années dans le champ, ils avaient perdu le contact, il y avait un énorme travail de rattrapage. Aujourd'hui, maintenant, ils ont des universités à Pékin, en Shanghai, qui font rêver, ils nous font rêver. Et donc, également, ça se passe là-bas. D'accord, le prochain Jean-Pierre Luminet, vous travaillez sur quel livre là? J'ai toujours plusieurs livres en cours, donc là j'en ai 3. Alors il y en a un que j'ai écrit directement en langue anglaise, qui va être publié aux États-Unis. Je l'ai terminé, donc là on en est simplement ce qui évite la relecture. français. C'est l'histoire c'est l'histoire, j'avais déjà écrit quelque chose en français là-dessus, mais j'ai approfondi. C'est l'histoire de la naissance de la cosmologie relativiste. L'histoire des modèles du Big Bang. Comment cette idée extraordinaire que notre univers ne soit pas éternel et ait pu naître à partir d'une configuration initiale qui reste encore mystérieuse de Big Bang, a été proposée dans les années 1920 par 2-3 génies un petit peu oubliés qui s'appellent Alexandre Freeman et Georges Lemaître, en opposition avec Einstein lui-même, qui est quand même le père fondateur de la théorie. Et ce genre. Tiens, je profite sur 5 minutes d'une petite parenthèse. Georges Lemaître, un génie extraordinaire, qui a tout compris du Big Bang 40 ans avant tout le monde, il a eu une lubie. Il était donc d'une pertinence incroyable pour tout ce qui concernait la cosmologie, l'astrophysique, etc. Il avait une lubie au sujet de Molière. C'est pour ça que je fais le lien avec ce que j'ai entendu. On a parlé effectivement de l'hypothèse que certaines pièces de Molière ne sont pas de Molière. Figurez-vous que Georges Lemaître a écrit un article qui s'appelle Double étoile. Et sa double étoile, c'est en fait Molière et Louis XIV. Et Georges Lemaître, je ne sais comment, il était absolument persuadé, avec quelques arguments à l'appui, qu'une partie des mauvaises pièces de Molière ont été écrites par Louis XIV. C'est moins grave que si Molière peut-être avait gouverné la France. Effectivement. Voilà. Alors on n'a toujours pas le titre du prochain livre. Donc bon, on nommait, je pense que ça s'appelle The Birth of Big Bang Cosmology. Mais maintenant, un prochain livre
en français, enfin, j'ai 2 autres, mais le prochain, c'est une vaste anthologie que je prépare depuis plus de 10 ans pour la grande collection bouquins qui a été également mentionnée également, voilà, sur les origines du monde, c'est-à-dire tous les récits cosmogoniques et qui commencent d'abord par les mythes et les légendes dans tous les peuples de la Terre. Ça se perd dans la nuit des temps, des récits tous plus extraordinaires les uns que les autres, avec des archétypes de la pensée cosmogonique. Et puis après, évidemment, progressivement, la façon dont ces cosmogonies vont se structurer, d'abord par les récits plutôt philosophiques, Platon, Aristote, Descartes, Leibniz, Kant et ainsi de suite, pour arriver après à la cosmologie dite scientifique, qui ne vient qu'au XXe siècle, parce que pour avoir une cosmologie scientifique, il faut à la fois avoir une bonne théorie de l'espace-temps, c'est la théorie d'Einstein, relativité générale, et puis enfin des observations télescopiques profondes pour pouvoir tester ces théories. Et donc c'est l'avènement de la cosmologie relativiste, avec justement les travaux de Friedman de Lemaitre, qui nous conduisent jusqu'à la cosmologie d'aujourd'hui, qui reste encore évidemment mystérieuse sur certains aspects, les grandes questions sur la matière noire, l'énergie sombre ne sont pas encore tout à fait résolues. Et donc c'est cet immense parcours à travers des textes littéraires, j'ai tout le corpus, plus de 1000 pages, un corpus littéraire extraordinaire, et tout le travail en fait c'est de le mettre évidemment en perspective historique, de le commenter, de replacer chacun de ces textes dans le contexte de l'époque, et puis de mettre tout ensemble un arsenal. Et ça c'est pour quand? J'espère le faire dans l'année. Dans la collection bouquins. Dans la collection bouquins. C'est le seul qui peut accepter 1000 pages. Enfin, c'est ceux que l'ont proposé. Moi, j'ai eu la chance de jamais avoir proposé un livre à un éditeur. Mais bon, monsieur Luminet, encore merci pour cette présentation et pour toutes ces... Voilà, merci à vous. Alors, il est à votre disposition à la signature et pour continuer avec lui plus à fond cette conversation. Merci. Merci à vous.